Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition du journal sur Equinox Télévision. Au sommaire, crise anglophone. 4 responsables de l'administration pénitentiaire ont été tués lors d'une attaque survenue dans la région du Nord-Ouest. Devant ces actes barbares qui suscitent consternation et frayeur, le gouvernement dit mettre tout en œuvre pour rétablir la paix dans ces régions en crise. Le ministre de l'administration territoriale a-t-il un rôle ou un parti pris dans le conflit de succession à la tête de la chefferie de 2e degré de Bangou? Le Premier ministre dénonce l'attitude de Paul Atangadi qui a provoqué une escalade de violence dans cette partie du pays, alors que l'administration territoriale s'apprêtait à valider la désignation du prochain chef des Bangou. Le chef du gouvernement s'y oppose en exigeant une enquête administrative. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Attaque terroriste dans le Ndongamantoum, le gouvernement réagit. Dans un communiqué rendu public ce jour par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi indique que dans la matinée du 12 avril 2022, un véhicule ayant à son bord le délégué régional de l'administration pénitentiaire du Nord-Ouest ainsi que 3 de ses collaborateurs, de retour de la cérémonie de passation de services techniques entre les régisseurs entrants et sortants de la prison régionale de Nkambé, département du Ndongamantoum, a fait l'objet d'une attaque terroriste. Selon les premières informations en notre possession, le bilan de cette attaque commise au moyen d'armes automatiques fait état de 4 morts. Kiga Théodore Koumé, administrateur général des prisons, délégué régional de l'administration pénitentiaire du Nord-Ouest à Bamenda, Nang Lionel Adjan, administrateur des prisons, chef de service des affaires générales à la délégation régionale de l'administration pénitentiaire du Nord-Ouest, Afou Nelson Tcha, gardien principal des prisons, garde du corps en service à la délégation régionale de l'administration pénitentiaire du Nord-Ouest, Owono Yannick, gardien-major des prisons, chauffeur en service à la prison centrale de Bamenda. Le gouvernement de la République condamne avec la plus grande fermeté cet acte à la fois lâche, ignoble et barbare, perpétré par des criminels sans foi ni loi contre des représentants de l'État en plein exercice de leurs fonctions. Le chef de l'État adresse ses condoléances les plus attristées ainsi que la compassion émue du peuple camerounais tout entier aux familles des victimes si durement éprouvées. Les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité sont actuellement à pied d'œuvre pour rattraper ces hors-la-loi et les traduire devant la justice, a fait savoir le ministre de la Communication. Par ailleurs, une enquête a été prescrite afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cet attentat. Le gouvernement exhorte les populations à continuer de faire preuve de courage et de solidarité et entend les rassurer quant à sa détermination à tout mettre en œuvre pour éradiquer l'insécurité et rétablir la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Maurice Kamto rejoint le collectif d'avocats pour la défense des personnes interpellées dans le cadre des marches du 22 septembre 2020. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun motive son choix par le fait que les procédures se déportent désormais des tribunaux militaires vers les tribunaux civils. En l'accueillant, les membres du collectif annoncent également leur retour dans les prétoires. Ils reprennent la robe 7 mois après l'avoir déposée. Aïk Cyril pour plus de précision. Une prise de robe accompagnée de poignées de main. Maître Maurice Kamto rejoint le collectif Sylvain Sop pour la défense des militants et sympathisants du MSC arrêtés dans le cadre des marches blanches du 22 septembre 2020. Le collectif est composé d'excellents avocats, probablement qui n'avaient pas besoin d'un renfort, mais ça n'est jamais inutile, ne serait-ce qu'en raison du nombre de prisonniers. Et de toute façon, le dossier est tellement
vaste, important, que toutes les contributions, me semble-t-il, des confrères de la profession sont toujours les bienvenus. Et je ne crois pas que le collectif se limiterait à moi. S'il y a d'autres avocats qui voudraient joindre le collectif, je pense qu'ils seraient les bienvenus. Sur la décision de rejoindre le collectif Sylvain Swop, Maître Kamto explique que l'affaire se déporte désormais des tribunaux militaires vers les tribunaux civils où il espère qu'enfin le droit sera dit. J'ai envie de dire qu'on quitte les eaux glauques de l'illégalité pour entrer, espère-t-on, dans une phase de ces procédures où on va enfin appliquer le droit, où on peut espérer que des juridictions civiles vont appliquer le droit. En accueillant Maurice Kamto, les membres du collectif annoncent également leur retour dans les prétoires. Ils avaient déposé les robes le 9 septembre 2021. Ils les reprennent le 13 avril 2022. Le collectif des avocats Sylvain Swop a décidé de reprendre du service dans le cadre de la défense des prisonniers politiques incarcérés dans les prisons de Yaoundé, Douala et Bafoussam. La décision de reprendre la robe, selon le collectif, est motivée certes par la demande des familles qui se sentaient délaissées, mais aussi par le transfert des dossiers vers les juridictions civiles de droit commun. Les insistants demandent des familles la dimension humanitaire du serment d'avocat que partagent les avocats membres du collectif. Les procédures quittent les juridictions militaires pour désormais se dérouler devant les juridictions civiles de droit commun. Les avocats ont donc espoir que les juridictions civiles, désormais saisies, seront plus attentifs aux principes de droit qui ont vocation à s'appliquer dans les procédures. La défense, même de rupture, a tout intérêt à épuiser au plus vite tous les recours nationaux. Au stade actuel des procédures, 31 décisions ont été rendues par des juridictions militaires, dont 24 à Douala, 5 à Bafoussam et 4 à Yaoundé. Une seule décision est rendue par une juridiction civile, notamment la Cour d'appel du centre à Yaoundé. Sur 124 détenus au 9 septembre 2021, l'on enregistre à ce jour 100 condamnations et un décès, le nommé Dagueo Rodrigue. Parmi les condamnés, selon le collectif d'avocats, 3 cas sont atypiques, notamment ceux de Mispa Awassoum, la présidente des femmes du MSC, et des frères Tapiele, condamnés sans avoir été inculpés. Donc, le jour des inculpations, lorsque nous nous sommes rendus au tribunal militaire à l'occasion du déferrement de toutes les personnes qui avaient été gardées à vue, eux, ils n'étaient pas là parce qu'ils avaient été élargis la veille, donc par les gendarmes au service central de recherche. On a inculpé les déférés le 30, ils n'ont pas été inculpés et nous ne comprenons pas pourquoi au jour du jugement, ils se trouvent condamnés à des peines allant jusqu'à 5 ans ferme. En décidant de reprendre les robes, 7 mois après les avoir déposées, le collectif Sylvain Swop pour la défense des personnes arrêtées dans le cadre des marches blanches organisées par le MSC le 22 septembre 2020 s'enrichit d'un nouveau membre, Maître Maurice Kamto, avec l'espoir qu'enfin le droit sera dit, d'autant que l'affaire est désormais sur la table des juges civils et non plus militaires, précise le collectif. En annonçant son retour dans les prétoires, le collectif d'avocats Sylvain Swop dénonce les conditions dans lesquelles l'un de ses clients est décédé tout récemment. Après avoir contracté le choléra à la prison centrale de Newbel, Rodrigue Koufendageo a été admis à l'hôpital où il est resté enchaîné avant de rendre l'âme. Traitement dégradant et inhumain selon le collectif qui annonce des poursuites judiciaires. Je vous propose à cet effet de suivre la réaction de l'un des membres de ce collectif, Maître Emmanuel Singh. Le monde entier a été témoin des images choquantes d'un malade amaigri,
très amaigri. Sous traitement, il était sous perfusion. Dans un lit d'hôpital, si on peut appeler ça un lit d'hôpital, et enchaîné, je dis bien avec une chaîne et un cadenas. Nous avons été étonnés que l'ordre des médecins ne prenne pas un communiqué pour dénoncer une telle attitude qui, dois-je le dire, n'est pas un précédent. On a vu d'autres fois des prisonniers attachés sur des lits d'hôpital. Il n'est pas normal que des médecins acceptent de soigner des patients dans cet état. Deuxième chose, nous sommes étonnés que l'administration pénitentiaire camerounaise permette, autorise ou même demande à ses agents de traiter des personnes détenues dans des conditions que nous qualifions, mais ce n'est pas nous qui les qualifions, elles le sont pour tout le monde. Elles sont inhumaines, elles sont cruelles, elles sont dégradantes. Nous avons décidé de donner une suite judiciaire appropriée à ce traitement inhumain. Nous ne tairons plus, parce que nous taire serait être complices d'un tel agissement. Et nous pensons que pour la mémoire de notre client, il faudra que cette procédure soit initiée. Vous en serez informés dans les jours qui viennent de ce qui aura été fait pratiquement par les avocats pour que cette affaire soit connue par la justice. Crise de succession à la tête de la chefferie de Bangou. Le Premier ministre Chief Joseph John Ngouté sert un désaveu cinglant au ministre de l'administration territoriale. Joseph, le chef du gouvernement, s'offusque de la décision partiale de Paul Atangandi d'introniser contre vents et marées un chef contesté par les populations. Afin de calmer les tensions dans cette localité, une commission d'enquête administrative est à pied d'œuvre pour apporter la lumière dans cette affaire. Jean-Paul Chignat, Eric Ouattat. Sur le conflit ouvert entre les fils et filles Bangou, autour de la désignation contestée du chef de leur village, le Premier ministre chef du gouvernement recadre le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi, qui a décidé de porter unilatéralement Chiou Tayo Arnaud à la tête de la chefferie supérieure Bangou, remplaçant ainsi son père Tayo II Marcel, décédé en novembre 2018, pour voir clair et mettre fin à une cacophonie et des violences qui ont embrasé le village Bangou le 4 avril dernier avec des blessés graves. Chief Dr Joseph Ngouté vient de bouter en touche les manœuvres de Paul Atangandi dans un arrêté du 7 avril portant création d'une commission d'enquête administrative. Le ministre Paul Atangandi mis hors jeu dans ce dossier. Cette commission d'enquête administrative, constituée d'un président et 16 membres, devra entendre toutes les notabilités coutumières apparentées à la chefferie Bangou, recueillir et recouper toutes les informations à même d'établir la matérialité des faits, mais surtout vérifier la régularité des consultations du 28 janvier 2019 et ainsi présenter un rapport complet sur le conflit de succession à la tête de la chefferie Bangou, écrit John Ngouté. Déjà en début avril 2022, le Premier ministre John Ngouté, par la voix du secrétaire général de ses services, dans une correspondance adressée à Paul Atangandi, s'indignait de la partialité manifeste de l'administration dans un conflit de succession ouvert, faisant ainsi allusion au courrier du 15 mars 2022, dans lequel le commandant des chefs de terre demandait au préfet de Haut-Plateau Ousmane Ouyampen de reconnaître en Chiou Tayo Arnaud la qualité du chef de deuxième degré du village Bangou, seule autorité administrative reconnue par l'administration, martelait alors Paul Atangandi. Le feu aux poudres au village Bangou, par des instructions fermes de Paul Atangandi à Ousmane Ouyampen de considérer comme trouble à l'ordre public avec répression à l'appui tout agissement contraire à la position du ministre de l'administration territoriale. Pourtant, depuis l'ouverture de la succession à la chefferie Bangou, un camp s'oppose. Les descendants de Sa Majesté Kemayo Paul Bernard, destitués par un arrêté du 28 avril 1967 et remplacés par un suppôt du pouvoir colonial. Pour la majorité de la population Bangou et certaines notabilités coutumières, 55 ans après, l'heure a sonné pour le retour de la chefferie à la lignée royale, avec occupant au trône du pouvoir ancestral, Ngambou Kemayo Maurice, fils du défunt chef, assassiné en exil le 17 octobre 1985 à Conakry.
Les conclusions de la commission John Gouté sont donc attendues, dans l'espoir de taire à jamais une querelle qui ébranle le village Bangou depuis 4 ans. Des tensions sont également observées au sein de l'Union des populations du Cameroun, déterminée à obtenir la tenue d'un nouveau congrès. Une frange des cadres de ce parti vient de tenir un comité directeur à cette fin. Rodrigo Ngassi et Gizogo. La fronde contre l'équipe dirigeante actuelle de l'Union des populations du Cameroun, UPC, se poursuit. Un nouveau comité directeur s'est tenu à Yaoundé, bien qu'il ait pesé sur lui l'hypothèque d'une interdiction. Les lois de 90 relatives aux libertés stipulent clairement qu'une manifestation publique doit être déclarée. Ça a été le cas. Lorsqu'on interdit, on vous notifie. À l'heure actuelle, nous avons déclaré la manifestation. L'interdiction ne nous a pas été notifiée. Nous avons bien entendu le reçu de dépôt de cette déclaration. C'est d'argent suivant pour tenir une réunion. Donc l'argent se tient en toute légalité. Au-delà, les contempteurs de l'actuel secrétaire général de l'UPC expliquent leur motivation. Le pseudo-congrès qui a eu lieu en septembre n'était pas représentatif, était une filouterie. L'un des combats de l'UPC dans ce pays, c'est la filouterie et la tricherie. Les UPCistes, conscients de cela dans leur grande majorité, nous sommes inscrits en faux contre ce pseudo-congrès. M. Balaguel, notre secrétaire général élu de 2017, et on s'est inscrit dans la logique d'un congrès suffisamment représentatif. Lorsqu'on est parti du comité directeur de 4 septembre, on a vu que les gens s'étaient égarés. Le comité directeur a donc décidé de rassembler tout le monde et nous avons eu la chance de l'accompagnement de notre patriarche Simon Boulevard Ndjami, le pasteur. Donc ce comité se tient à l'issue des zones de concertation qui permettent véritablement à l'UPC de se remettre à rang de bataille et maintenant de fixer de nouveaux objectifs. L'option mise en avant est celle de restaurer l'unité au sein du parti du CRAB. Ce départ à la traîne que je combats pour qu'on puisse prendre une voie nouvelle de refondation à travers un rassemblement massif de tous ceux qui se réclament de ce parti. C'est ça la préoccupation et il n'y a pas deux voies de redressement que ce rassemblement-là, descendre sur le terrain. Mais les tenants de la fronde contre l'équipe dirigeante actuelle de l'UPC n'annoncent pas une date pour la tenue de leur congrès. Tout au plus, ils indiquent qu'il est imminent. Le dernier congrès de l'UPC s'est tenu en septembre 2021 et s'est soldé par la réélection du docteur Pierre Balaguel Nkot au poste de secrétaire général de ce parti. Depuis son installation il y a plus d'1 an, le Conseil régional du littoral tient pour la toute première fois sa session ordinaire du 13 au 14 avril 2022. Les conseillers régionaux du littoral travaillent sur l'adoption du compte administratif, celui de gestion et le compte matière de l'institution. Les travaux qui s'achèvent demain sont présidés par Polycarpe Banlog, président du Conseil régional du littoral, que je vous propose d'écouter dans cet extrait sélectionné par Ulrich Nkonomala. Ce que le Conseil régional a pu faire était que des prouesses spéciales. Mais vraiment, la première année était juste pour s'installer. On n'a d'ailleurs pas encore fini de s'installer. On continue à s'installer. Mais malgré cela, compte tenu des enjeux et du fait que nous sommes des politiciens, nous n'avons qu'un mandat de 5 ans, nous avons entrepris beaucoup de choses. Lesquelles, par exemple ? Beaucoup de choses sont entreprises actuellement et il faudrait beaucoup de temps pour que je vous en parle. Le moment n'est pas très indiqué, mais je peux vous dire que le président de région que je suis commence à sentir des actions venant de la direction du gouvernement. La matinée a été marquée par des rixes entre conducteurs de motos et syndicalistes. Le nœud de la discorde, de nouvelles taxes instituées par les syndicats du secteur qui ne sont pas du tout du goût des mototaximènes. Résultat de course, jets de pierre et actes de violence qui ne prendront fin qu'avec l'arrivée des forces de maintien de l'ordre. Innocent Abega, c'est Ding-Ding. L'espace d'une matinée, le carrefour Bonakouaman au quartier Akwa s'est littéralement transformé en zone de guerre. Des conducteurs de mototaxi en colère ont barricadé les routes, bloquant par la même occasion la circulation. Un mouvement de grogne qui trouverait sa source dans de nouvelles taxes imposées par les syndicats du secteur et boudées par une frange des conducteurs de mototaxi.
syndicats, dis au gouvernement comme ça, nous n'avons plus besoin de ces syndicats. Donc ces syndicats, nous dans la merde, on ne veut plus de ces syndicats. L'admissible, le dehors devient de plus en plus dur et nous on ne parvient pas à rationner chez nous ni seulement le riz, que les enfants puissent manger. On envoie des individus devenir nous arnaquer à tort à travers. Franchement, ça ne va pas. C'est mauvais, le pays va mal. Une mobilisation qui va tourner au vinaigre et se changer en affrontement entre pro-taxes en chasuble rouge et anti-taxes. Les conducteurs de mototaxi prendront d'assaut la salle des fêtes à coups de jets de pierre sous le regard impuissant des agents de force de l'ordre. Les Benskinners accusent leurs leaders syndicaux. Là maintenant, un président soi-disant Choco et ses groupes de bandits partent enlever ces tickets qui n'est pas signé par le ministre, ni un maire, ni un délégué. Ils sortent ces tickets pour nous vendre 500 chaque fin de la semaine. Donc nous disons non à ces tickets. Nous demandons au gouvernement de demander à la commune de sortir les choisis. Dans les échauffourées, la pluie de pierres et de projectiles qui s'est abattue sur cette partie de la ville fera des blessés. Ils sont en train de lancer le caillou. Il faudra attendre l'arrivée du groupement mobile d'intervention pour rétablir l'ordre. Des rixes qui font suite à de précédents mouvements d'humeur des conducteurs de mototaxi enregistrés quelques jours plus tôt dans la ville de Douala. Il n'est plus évident pour les Camerounais d'une certaine classe de construire des maisons dans la ville de Douala et ses environs. Ciment, tôle ou des carreaux, les prix des matériaux de construction ont tous été revus à la hausse. Une augmentation qui s'opère après celle des produits ou des denrées de première nécessité, rendant la vie de plus en plus chère. D'autres précisions avec Ulrich Vanomala. Cyril est fabricant de parpaings au quartier d'Eido dans la ville de Douala. Face à l'augmentation du prix du ciment, il a été contraint de réduire sa production journalière. On a tout réduit. Même le patron a baissé le taux pour le rendement. Donc, au lieu de 5 sacs, 6 sacs par exemple, on est obligé de faire 3 sacs, 4 sacs. Le prix du sac de ciment est passé de 4 600 à 5 500 francs CFA, voire 6 000 à certains endroits, soit une augmentation de 1 000 à 1 400 francs CFA, contrairement à l'année précédente. Ça devient brusque pour nous et ça va avoir difficile à en trouver, surtout ici à la région du littoral. Et ce qui fait en sorte que lorsqu'on la trouve même, en plus c'est cher, comme ici c'est un lieu commercial, c'est difficile aussi de causer avec le client par rapport au prix du parpaing vendu. À quelques kilomètres de là, Gilbert est venu se procurer des tôles dans cette quincaillerie, mais le prix fait tomber des nues. Moi voici, je me suis conçu, mais je ne parviens pas à toller à cause des prix. Les tôles de 3 mètres, aujourd'hui coûtent 10 500. Soit une augmentation de 5 100 francs de plus que l'année 2020. Outre le ciment et les tôles, les carreaux également ont vu leur prix revu à la hausse. Moi je vends des carreaux. Il y a des carreaux que ça fait de cela 2 ans, qui coûtaient 3 300 francs, qui coûtent 5 000 francs aujourd'hui. Vraiment c'est très haut. D'après les commerçants, cette flambée des prix des matériaux de construction est subséquente à la hausse des taxes douanières, mais aussi à la contre-performance de la société à l'UQAM. Les grands importateurs se plaignent de la douane au Cameroun, vraiment, qui est très peu élevée. Ils disent aussi que dans le transport, on a augmenté 1 000 $ sur le coût du transport qu'on payait. C'est pour ça que les trucs ont augmenté. Maintenant, par rapport à la tôle, on dit qu'à l'UQAM ne fabrique pas l'allure. Il n'y a pas la matière première et nous ne savons pas pourquoi il n'y a pas de matière première au Cameroun. En dehors de ces arguments, d'autres évoquent les conséquences de la guerre russo-ukrainienne qui impactent sur les importations. Pourtant, le Cameroun regorge d'un potentiel énorme dans les filières métallurgie et sidérurgie, cependant sous-exploité, au pire négligé. Une opération de saisie du carburant dans la ville de Douala a débouché sur la prise de près de 3000 litres par les éléments de la Brigade nationale de contrôle des produits pétroliers. Et Achille Kamga, Steve Boulay. La destruction de ce kiosque d'exposition de carburant sonne la fin de l'aventure pour le contrebandier qui le possède.
L'infortuné s'était établi ici, aux encablures de la localité de Dizangué, sur la route nationale numéro 3. Cette cabane lui servant de base arrière pour le stockage du carburant issu de la contrebande, des produits venus du Nigeria et ayant transité par la région du sud-ouest, selon nos informations. Les éléments de la Brigade nationale de contrôle des produits pétroliers seront sans pitié pour le jeune homme. Idem pour d'autres trafiquants le long de la route nationale numéro 3 et des quartiers de la ville de Douala. L'opération s'inscrit dans la continuité de lutte contre la fraude de produits pétroliers et surtout pour assainir les différentes villes Douala et Yaoundé Bafoussam des expositions de produits frélatés, dont la vente de produits de contrebande. C'est pour cela que nous sommes sur le terrain. Monsieur le ministre nous a instruit de saisir tous ces produits et de démanteler tous ces points et tous les kiosques qui sont installés qui font l'objet de vente de ce produit. L'opération coup de poing ainsi initiée a permis de mettre le grappin sur près de 3000 litres de carburant qui étaient mis en vente dans les circuits de Bekoko, Bonabéry, quartier Omnisport et route nationale numéro 3 entre autres. Il a fallu sortir la artillerie lourde pour démanteler ces réseaux, vu que les habitudes ont la peau dure dans ce secteur. Nous avons saisi une quantité de produits, tout produit confondu, on peut estimer à 3000 litres. On a constaté que ces vendeurs de bord de la route installent des kiosques qui sont résistants à nos matériels qu'on utilisait avant, c'est-à-dire les machettes. On a vu que c'est peut-être plus consistant. On a donc aussi voulu élever le niveau pour pouvoir les détruire sans avoir beaucoup de peine. Les produits saisis ont été acheminés au dépôt. Ils seront examinés. S'ils sont de bonne qualité, ils seront revendus aux enchères. S'ils sont de mauvaise qualité, ils seront détruits. Enterré vivant par sa génitrice, un nourrisson est retrouvé 48 heures plus tard, toujours en vie. L'histoire rocambolesque s'est produite au quartier Banekane à Baganté, dans le département d'Undé. Le bébé miraculeux est actuellement pris en charge dans une formation sanitaire. Qu'est-ce qui a bien poussé cette femme à commettre cet acte? Comment a-t-on retrouvé ce bébé? Élément de réponse dans ce reportage que signe Vivien Tonfak. Actuellement pris en charge dans un hôpital, ce nouveau-né est au cœur de toutes les curiosités. Lundi dernier, il a été retrouvé enterré non loin de cette maison en chantier, au quartier Banekane à Baganté, dans le département d'Undé, région de l'Ouest. Nous avons reçu un enfant dans un sale état, un nouveau-né, et immédiatement l'équipe médicale s'est occupée de cet enfant et a nettoyé l'enfant, vérifié ses paramètres, demander certains examens pour voir s'il n'y avait pas une infection parce que l'enfant se trouvait dans un milieu septique. Donc nous l'avons fait et ce matin l'enfant se porte très bien. Dès la curieuse découverte, les soupçons des populations sont orientés vers Emmanuela, dont le volume du ventre avait curieusement diminué et celui du sein augmenté. Mais la femme de 33 ans nie d'abord tout en bloc. Comme je connaissais que ma voisine était enceinte, arrivée sur le lieu, je guette. Elle-même, elle est là. Hey, oui. Hey, Jesus. Je regarde son banque, c'était déjà dedans. Je dis, hey. Ayant fait le même constat, Liona utilise les méthodes fortes qui poussent sa conjointe à finalement avouer. Mon mari est à côté de chez toi. Hey, son mari a dit, on a dit que son mari a demandé qu'on a trouvé l'enfant où, dit que à côté de chez toi. Hey, son mari a dit que, hey, tu peux voir que ce que j'entends souvent, Dieu ne la donne pas. Ce sont les conseils comme ça. Hein. Donc, comme ils sont rentrés maintenant, il y a dit quoi, maman, viens, je veux causer avec toi. Il a enlevé, donc il a fermé la porte. Il dit, voilà, dis-moi la vérité, ce qui s'est passé. Il dit que donc il a accusé que c'est elle qui a fait des choses. Il dit que non, il n'accuse pas. Mais il t'avait dit à toi le premier jour, mon enfant ne peut pas être dehors, que moi je sens que c'est mon enfant comme ça, je vois, il passe, je vois que c'est mon enfant, à l'autre personne qui passe avec mon enfant. Et je le père des enfants chaque jour. Il ne peut pas laisser mon enfant que ça peut ailleurs, que c'est mon fils. Dis-moi la vérité. Il dit que ok, je vais sortir le téléphone, il y a presque le connaissait maintenant. Avant qu'elle a dit que ouais. D'abord, elle va me dire que la excuse d'abord. Comme l'enfant était encore petit, elle ne pouvait pas arrêter, encore accoucher l'autre là.
Comment un nouveau-né a-t-il pu survivre sous la terre pendant 48 heures? Même les médecins peinent à trouver une explication logique. C'est les mystères que nous-mêmes ne pouvons pas expliquer parce que sur le plan de la médecine réelle, conventionnelle, mais il y a des choses qui dépassent parfois l'entendement. Donc vous voyez un enfant comme ça abandonné avec tout le froid et tout, et puis au bout de 48 heures, on vient le retrouver là. C'est ce qu'on appelle parfois les mystères de Dieu. L'acte odieux est condamné par les femmes de Banekane qui refutent l'argument de la précarité avancé par Emmanuela. N'accouche pas pour jeter. Si tu n'as pas l'enfant, donnez à une femme qui n'a pas l'enfant, qui veut l'enfant, mais Dieu ne la donne pas. Ce sont les conseils que je peux donner aux jeunes femmes, aux filles. Grâce au fait que l'enfant soit sorti miraculeusement vivant, Emmanuela, qui était déjà mère de 3 enfants, a bénéficié des circonstances atténuantes des populations en furie. Désormais, elle est aux côtés de son bébé, encore sous observation à l'hôpital. En santé, les États-Unis ambitionnent de renforcer leur partenariat avec le Cameroun, notamment dans le secteur de la santé. Je le disais, le nouvel ambassadeur Christopher John Lamoura a effectué une visite à l'hôpital La Quintini. La collaboration entre cette formation sanitaire et la chancellerie américaine a déjà permis le financement de plus de 588 millions de francs CFA pour l'amélioration des soins de santé. Claude Kouar, Nadiniam. À peine installé au Cameroun, le nouvel ambassadeur des États-Unis prend le pouls du terrain. En immersion à l'hôpital La Quintini de Douala, Christopher John Lamoura réaffirme la volonté de son pays de poursuivre et de renforcer le partenariat entre les deux pays dans le secteur de la santé. Seulement pendant les 12 dernières années, nous avons offert un partenariat avec le Cameroun plus de 700 millions de dollars américains à la santé publique, en VIH-Sida, en tuberculose, contre le paludisme, plus récemment à la COVID-19. À améliorer le système sanitaire du pays. Donc, c'est quelque chose pour moi très important et on va continuer à travailler très bien et de coopérer avec vous tous. En 3 ans, les États-Unis ont investi près de 588 millions de francs CFA pour soutenir les actions de santé et de traitement des malades vivant avec le VIH-Sida au sein de l'hôpital La Quintini de Douala. Aux côtés de la directrice pays du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, le diplomate John Lamoura a pu visiter le plateau technique de cette formation hospitalière, dont le laboratoire qui depuis 2009 bénéficie d'un financement grâce au plan présidentiel d'aide d'urgence à la lutte contre le VIH. Cet appui a d'ailleurs permis de rénover cette structure dédiée au dépistage rapide du VIH-Sida chez des enfants nés des mères séropositives, du choléra, en plus du coronavirus. Et ce que j'ai vu aujourd'hui m'a beaucoup impressionné. Les docteurs, les médecins, les infirmiers, tous qui travaillent ici font un travail très important pour la santé publique et des personnes du Cameroun. Près de 5400 personnes vivant avec le VIH-Sida bénéficient à ce jour d'un traitement de points grâce au partenariat entre le Cameroun et les États-Unis. Hors de nos frontières, ils peuvent être considérés comme des Camerounais bien intégrés au Mali. Vendeurs de fripes, opérateurs économiques et promoteurs d'un institut privé de formation paramédicale, ils ont la particularité d'avoir passé déjà entre 10 et 22 ans à Bamako, au Mali. Leur parcours et leur quotidien ne sont pas un long fleuve tranquille, mais ils réussissent tant bien que mal à gagner leur pain quotidien. Carlos Minoué, Marcelin Ganson. Non loin du hall de Bamako, l'un, sinon le plus grand centre commercial de la capitale malienne, Georges Coleman est à la quête de la pitance quotidienne. Voici une dizaine d'années que ce compatriote est installé ici et vit essentiellement de la friperie. Bon, j'étais installé en Côte d'Ivoire avec les problèmes politiques, tout ça là, bon, c'est ça qui m'a fait venir au Mali. Je suis venu avec toute la famille, mais présentement, j'ai quand même des enfants qui sont encore en Côte d'Ivoire, qui fréquentent là-bas. Ça n'a pas été facile, mais avec mon domaine, comme je fais dans la friperie, les difficultés, c'est financier, quoi. Problème d'argent. Pour avoir un fonds pour commencer le commerce, c'est pas facile. Mais avec des aides des frères et autres, là, bon, j'ai pu quand même faire quelque chose.
Médecin de formation, le docteur Jules Kemnier est déjà presque malien dans l'âme. Installé dans ce pays depuis 22 ans, il est aujourd'hui promoteur d'un institut privé de formation. J'arrive au Mali en 1999. C'était pour faire l'étude de médecine. Après l'école, nous avons bien voulu rester parce qu'il y avait quelques opportunités. Nous avons travaillé un peu partout au niveau du Mali. On était à l'intérieur, on était à Mopti, on a fait Fana, on a fait Sikasso. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas tenter notre chance? Et il y a environ 4 ans, nous avons créé l'UIPM, l'Institut universitaire paramédical du Mali. Duplessis Tuente, quant à lui, a sillonné plusieurs pays africains, dont le Libéria et la Côte d'Ivoire, avant de s'installer définitivement à Bamako. Il avait déjà suffisamment rongé ses freins. Ça fait qu'on contemple le Mali, qui est un pays vraiment d'accueil. Et une fois au Mali, après une sorte d'étude ou bien une sorte de panorama de la situation, on se rend compte que l'une des choses qui pouvait marcher facilement, c'était le commerce. Et c'est comme ça, ou bien l'agriculture. Et c'est comme ça que je commence d'abord avec l'élevage, puis l'élevage des poulets, la volaille. Et après, nous sommes confrontés au problème des débouchés. Comment sortir ou couler les produits que nous avions. Et là, on se dit, bon, il fallait ouvrir quelque chose qui va nous permettre de couler ces produits. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a Sans Frontières, qui est un espace commercial pour permettre aux consommateurs de faire tous les achats dans un circuit très court. C'est ça le concept, la vision de Sans Frontières. Pour ses compatriotes installés à Bamako, le quotidien n'est pas un long fleuve tranquille. Mais chacun se bat dans son domaine, avec les armes en sa possession, pour essayer de tirer son épingle du jeu. Généralement, chaque année, on a 2 ou 3 écoles qui ferment. Parce que le niveau économique est assez bas. Ce n'est pas aisé aux parents, n'est-ce pas, de débourser 410 000 francs, 460 000 francs par an comme frais scolaires. Donc il faut aller à la quête des étudiants, il faut travailler d'arrache-pied, il faut être parmi les meilleurs. On trouve la supérieure sur place, bon, mais comme on n'a pas de port ici, ça quitte soit Dakar, Lomé, Côte d'Ivoire, au Ghana. Pour le moment, on a des problèmes avec la situation actuelle, l'embargo. Quand même, on arrive quand même à trouver quelque chose. Duplessis Tuente, par exemple, s'illustre par la promotion du Made in Cameroun, avec la présence dans les rayons de son espace commercial de Lokok, du poisson fumé, communément appelé Mbunga, et autres produits du terroir. Parce que nous voulons garder une identité camerounaise dans ce que nous faisons, déjà même sur les produits. Le premier défi, c'est l'acheminement des produits du Cameroun à ici. Okay, parfois nous le faisons par plusieurs voies maritimes, routières et parfois aériennes, ce qui n'est pas facile à faire. Le deuxième défi, c'est sans doute de trouver des partenaires fiables au pays qui peuvent nous faire confiance et travailler sur des quantités importantes pour asservir la demande sur le marché. À la différence de Georges, qui travaille seul, Duplessis et Jules permettent à plusieurs personnes, dont des Camerounais, d'avoir un emploi stable. Ma directrice est une Malienne, ma directrice des études, elle est camerounaise. J'ai autour de moi Dieudonné qui est camerounais, Yannick qui est camerounais. Et en dehors de cela, nous avons aujourd'hui, je pense, 6 étudiants camerounais qui sont là. Ils sont arrivés par des biais qu'on connaît tous pour l'aventure et quand ça ne marche pas, d'autres ont le bac, d'autres ont le BPC. Et nous les recueillons et nous essayons, n'est-ce pas, de les former, généralement gratuitement. À la fin de la formation, si on peut les intégrer. Sans Frontières, déjà, nous employons plusieurs personnes. Il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens, okay, et nous avons connu aussi des Togolais. Okay. Aujourd'hui, à cause de la situation financière qui est un peu très compliquée, nous sommes obligés de réduire l'équipe, le staff, et ça fait que nous avons toujours plusieurs nationalités parmi nous. À la question de savoir s'ils seraient tentés par un retour sur les terres de leurs ancêtres, ces compatriotes, sans être précis sur le sujet, ne ferment pour autant pas la porte. Un jour, on peut partir. Par de temps, 2 ans, 3 ans, je fais un tour là-bas, je reviens. Mais pour le moment, s'il y a les moyens quand même, on pense retourner et puis s'installer. Il y a déjà 3 ans, j'ai commencé à mener un peu les études de faisabilité. Vous faites peut-être la même chose. On devrait, quoi qu'il arrive, revenir avec ces acquis pour pouvoir, n'est-ce pas, exploiter au niveau du pays. Sauf si il y a peut-être des contraintes administratives. Moi, je pense revenir au pays et terminer mes vieux jours là-bas. Réunis au sein du consortium des entrepreneurs camerounais au Mali, ces compatriotes nourrissent beaucoup d'ambition, pas seulement pour leur pays d'accueil qui leur a balisé la voie, mais également pour le Cameroun, où ils ont effectué leur premier pas.
Et en Côte d'Ivoire, alors que tous étaient réunis ce mercredi au palais présidentiel pour le traditionnel conseil des ministres, le Premier ministre Patrick Achi a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui les a acceptés. Ce remaniement était évoqué depuis le début de l'année. D'abord prévu en janvier, puis en février. Il intervient tout juste un an après l'arrivée de Patrick Achi à la primature. Alors qu'il regrettait en privé le relatif manque d'efficacité de l'actuel gouvernement, Alassane Dramane Ouattara a annoncé que le prochain exécutif serait resserré autour d'une trentaine de membres contre 41 aujourd'hui, un effectif qui a parfois été source de conflits. Et nous prenons à présent cette note en Côte d'Ivoire alors que tous étaient réunis ce mercredi au palais présidentiel pour le traditionnel conseil des ministres. Le Premier ministre Patrick Achi a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président Alassane Dramane Ouattara qui les a acceptés. Ce remaniement était évoqué depuis le début de l'année, d'abord en janvier puis en février. Il intervient tout juste un an après l'arrivée de Patrick Achi à la primature, alors qu'il regrettait en privé le relatif manque d'efficacité de l'actuel gouvernement. Le président Alassane Dramane Ouattara a annoncé que le prochain exécutif serait resserré autour d'une trentaine de membres contre 41 aujourd'hui, un effectif qui a parfois été source de conflits. C'est avec cette note en Côte d'Ivoire que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alotou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Succession à la chefferie Bango, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, remet la balle au centre. Il faut dire que le Premier ministre chef du gouvernement dénonce l'attitude du ministre de l'administration territoriale dans ce conflit à la tête de la chefferie de deuxième degré de Bango, c'est dans la région de l'Ouest. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a voulu être vent debout pour introniser un chef qui est contesté par ses populations. Cette attitude du ministre de l'administration territoriale a d'ailleurs provoqué une escalade de tensions dans cette localité. Il faut préciser que le Chief Joseph John Gouté, pour calmer ces violences et tensions dans cette partie du pays, a instruit une enquête administrative. Serge Alotou. Voilà, Maître Maurice Kamto rejoint le collectif Maître Sylvain Swop. C'est un rebondissement dans l'affaire des militants du MRC arrêtés ou emprisonnés, les militants du MRC condamnés à 7 ans d'emprisonnement ferme à la suite des marches du 22 septembre 2020. Le MRC, les cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun avaient été interpellés le 22 septembre dernier, je le disais. Le professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, s'engage désormais à combattre pour la libération de ces militants. Et vous l'avez suivi dans le journal. Il faut préciser qu'après 7 ans d'absence, le collectif d'avocats Sylvain Swop revient dans les prétoires. Serge Alotou. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. Deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Berthe. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. Dans un